j'accueille maintenant pour débriefer cette enquête, j'accueille Sidney, Sidney Hurlings, journaliste chez Réussir, Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, et Nadège Petit, agricultrice dans l'Eure. Alors, je vous laisse vous installer. Nadège, je te laisse. Alors, Sidney, vous avez fait le test. Qu'est-ce qu'on a comme animal en face de nous ? Alors, justement, Vincent, on a fait participer Nadège et Bruno à l'étude. On leur a donné quelques golden questions pour savoir un petit peu quel personnel leur correspond le mieux. Mais avant, est-ce que vous avez des petits pronostics sur ce qui pourrait vous correspondre ? Alors, moi, je suis plutôt optimiste de nature et moi, je pense que je suis plutôt entre jaguar, abeille, je sais pas trop. Ok, donc assez autonome, peut-être un petit peu opportuniste. Voilà, et puis aussi des mesures agroécologiques sur la ferme, autonome, intéressé par les nouvelles technologies, et voilà. Et toi, Bruno ? Non, moi, je sais pas, j'aurais peut-être dit lapin ou... Ah, pardon, c'est... Non, j'ai pas compris. Non, ouais, peut-être jaguar aussi, ouais. Ouais, bah, vous avez bien senti le truc, parce qu'en effet, vous êtes tous les deux... Enfin, il y a un jaguar et une abeille, mais alors, l'abeille est quand même très proche du jaguar, donc tu étais bien sur la situation. Il y a quand même un petit peu le côté agroécologie, nouvelle technologie qui est plus prépondérant chez l'abeille. Est-ce que vous trouvez que ces personnels, ces profils types, ils correspondent bien au monde agricole, à la population agricole ? Ouais, moi je pense que ça colle bien, puis c'est bien cette idée de croiser, de faire du transversal comme on dit maintenant. C'est voilà, quand on cherche toujours à nous mettre d'ailleurs, que ce soit le réseau ailleurs, nous mettre dans des boîtes, nous mettre des étiquettes. Mais voilà, ça pour moi c'est pas une étiquette, c'est différent. Ouais, c'est intéressant. Moi, je l'avais déjà vécu dans des formations plutôt du développement personnel. Donc, pareil, on nous donne si on est créatif, si on est dans l'action, etc. Donc, c'est un petit peu la même chose au niveau de notre ferme. C'est intéressant parce qu'on peut se comparer avec comme vous disiez, des personnes qui n'ont pas les mêmes productions, etc. Mais on a quand même tous, dans le monde agricole, on est tous chefs d'entreprise et entrepreneurs. Vous connaissez des agriculteurs qui pourraient rentrer dans chacune de ces cases ? Oui, sans souci. Si on prend, enfin moi, on est 5 agriculteurs dans le village, je les distingue tout de suite, ouais. Voilà, moi je suis dans un groupe CETA, c'est pareil. Je me disais que je leur ferais peut-être le test, et puis, mais j'ai déjà des idées sur ce qui pourrait être les lions, les chats. Et alors, est-ce que vous pensez que vous avez toujours été ce profil-là, ou ça peut changer dans le temps, plus tard peut-être Non, on change. On change. Enfin là, j'ai passé 50 ans là. Clairement, on change. Mais c'est bien aussi. C'est bien. Et de toute façon, notre environnement change. Notre environnement économique, le changement climatique, c'est voilà. Je dis pas que ça n'existait pas il y a 20 ans, mais voilà, on le prend bien dans la figure. Ouais, non, on évolue, on change, et c'est très bien. Et je pense que c'est vis-à-vis aussi du parcours. Enfin, moi, ça fait que 5 ans que je suis installée, donc évidemment, j'ai pas encore beaucoup changé, mais en fonction de notre âge et puis de notre, voilà, par rapport à la fin de notre carrière, début de notre carrière, on peut pas être du tout dans le même. On n'a pas les mêmes ambitions non plus. Complètement. Bruno, tu imagines changer comment, évoluer vers quel animal dans les années à venir ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois déjà évoluer ? Tu changes ta stratégie au fur et à mesure ? Clairement, oui, je change ma stratégie. Allez, pour un ou deux exemples, la févrole et les pois, on les semet au printemps, on va les semer plus à l'automne. Donc on va adapter nos cultures. Je ne vous l'ai pas dit, mais je cultive blé, colza, betterave, patates, vigne maintenant, ça on peut en parler avec une voisine. La vigne, c'est une adaptation au changement, clairement. Alors, c'est aussi une demande locale, parce que c'est un truc très local qu'on fait, mais oui. Nadège aussi, est-ce que tu veux Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que l'exemple sur la ferme, on a la vente directe qu'on a développée là, depuis 5 ans. Est-ce qu'on la continuera dans 10 ans ? Parce que dans l'étude, on a parlé de gagner du temps aussi pour faire autre chose. Voilà. Travailler peut-être un petit peu moins ou différemment. Donc, c'est des choses on ne va pas l'arrêter demain pour mes clients qui me regardent peut-être. Mais je ne sais pas, ça sera peut-être adapté différemment. Donc, évidemment, on va évoluer. Je ne sais pas trop dans quel sens. D'accord. Si on revient un petit peu plus à l'étude et à ses résultats, est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a particulièrement surpris, étonné ? Non, il n'y a eu rien de vraiment surprenant. Après,
ça a été dit par Romain, l'ambiance générale, le pessimisme, voilà, il se traduit très très bien. Toutes les demandes aussi qu'on a fait sur les barrages, ça se traduit aussi. Maintenant, moi j'ai rien vu de très choquant, non. Ouais, comme tu dis, ce pessimisme, on le sent ambiant depuis déjà un moment. À l'automne, il y a eu déjà des actions menées. Voilà. On sent qu'il y a des choses qui doivent changer parce qu'on est un peu tous à bout. De toute façon, c'est évoqué depuis un moment. On parle tous de crise morale, mais en premier, avant toutes les autres revendications. Et c'est vrai, c'est vrai pour toutes les productions, quoi. Ouais, tu l'as dit, le chiffre que beaucoup de personnes vont retenir, c'est probablement cette montée du pessimisme, plus 6%, c'est pas anodin. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette montée, que ce soit autour de vous ou sur les réseaux sociaux ? Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, les manifestations, c'est le résultat de la montée du pessimisme, mais vous l'avez vraiment perçu ? Alors, on sort des années un peu stressantes. On a eu la guerre en Ukraine qui a fait monter toutes les matières premières. Alors, en céréales, moi, je suis céréalière dans le sud de l'Eure. En grande culture, aussi avec pommes de terre et lin. Donc, pas seulement céréales. Mais c'est vrai qu'on a eu des cours très hauts. Les matières premières ont beaucoup augmenté. On entend parler de l'effet ciseau qui fait que les charges sont hautes et les produits baissent. On en entend parler, ça y est, on est dedans. Donc, voilà, c'est aussi ça qui peut peut-être engendrer des choses. Et puis, par-dessus, on a eu la nouvelle PAC qui est arrivée, qui a été longue à se mettre en place, compliquée à prendre en main. Aujourd'hui, on délègue aussi. Il y a beaucoup de... nous, on a réussi à le faire nous-mêmes, mais on connaît beaucoup de gens qui sont plus capables de le voir par eux-mêmes, donc on est obligé de déléguer toute cette partie-là, et c'est vrai que ça pose question, parce que comprendre rien que la PAC, il faut des heures et des heures pour pouvoir savoir. Je pense qu'on aurait pu poser la question au-delà du pessimisme. Si tu avais mis les mots colère et désespoir, ça fonctionnait aussi. Sur le réseau, on voit beaucoup de colère, sur certains réseaux, ça c'est clair, ça c'est amplifié. Le désespoir, ces gens-là, on ne les voit pas. Ils ne sont pas sur les barrages, ils ne sont pas sur le réseau, ils sont nulle part. Ils ont lâché l'affaire. Et ces gens-là, qui les représentent, qui parle pour eux, on essaye de faire ce qu'on peut sur le réseau, mais c'est vraiment eux le gros souci. Majorité d'éleveurs. Ça, faut être clair. Et ça, ce sera peut-être une question l'année prochaine. Ok. Un appel de pied pour BVA. Nadège, tu l'as dit, l'année dernière, ça a été une année marquée par l'inflation. 2 stratégies globalement qui ont été adoptées par les agriculteurs, soit maximiser la productivité quitte à augmenter les charges, ou à l'inverse, essayer de limiter et même réduire les charges quitte à perdre en productivité. Vous, concrètement, sur vos exploitations, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Comment vous avez réagi face à l'inflation ? Alors, moi, je suis abeille, alors je suis peut-être un peu plus dans le ne sais pas. Non, sur la ferme, concrètement, on est une ferme qui on a du lisier, etc. Donc on est quand même bien pourvu dans nos sols, etc. Donc on a fait peut-être un peu d'impasse sur la fumure de fond, etc. Ce qui nous a permis de limiter les coûts. Voilà. Donc c'est un petit peu le fait d'être autonome qui vous avez moins subi l'inflation ? C'est ça. En fait, on a profité de notre historique sur les parcelles pour baisser un peu les coûts. On a mis un petit peu moins d'azote, mais sans pénaliser forcément la productivité, en essayant en tout cas. D'accord. Et toi ? Jamais une solution, mais des solutions. Ce que j'ai mis en place, c'est en stratégie d'achat et vente, piloter sa ferme. J'ai bien vendu et plutôt pas trop mal acheté par rapport à ce que j'ai vu sur l'algorithme. Et je suis un peu déçu, je suis quand même un peu déçu par le levier technologie dans les réponses du sondage, parce que là, la part d'engrais solides azotés a encore augmenté sur ma ferme, parce que j'ai calculé malgré le coût. Et le fractionnement est encore meilleur, parce que je suis passé en localisé, c'est-à-dire cartographie dans le semoir, et là, localisé à la parcelle. C'est vraiment un outil qui permet de faire des économies, c'est clair. Alors, ok, il y a un coût, tout le monde parle toujours de coût des technologies, ça se mutualise, il y a des solutions, voilà, il y a des leviers là-dessus, mais c'est clairement un levier qui régule nos charges. Donc tu as réussi à réduire quand même tes intrants grâce à la technologie ? Moins subir l'inflation. Ouais. Ok. Alors nous, on était aussi en démarche de modulation depuis 5 ans sur le P et le K, donc on arrive enfin
Donc c'est aussi pour ça on s'est permis aussi de faire des petites impasses l'année dernière, parce que on a réussi à pu avoir des zones qui sont vraiment déficientes. Et j'ai un peu envie de vous poser la même question, mais plutôt par rapport au changement climatique. Est-ce que vous avez dû adapter vos pratiques et qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça vous impacte? Alors pour resituer, on a eu un printemps très sec l'année dernière, un hiver sec et qui suivait une sécheresse l'été dernier. Alors nous, on est irrigants. C'est vrai que l'année dernière, on n'a pas souhaité irriguer. On ne savait pas trop ce que ça allait donner dans l'été. Donc, contrairement à d'autres années, on a limité notre irrigation parce que on ne savait pas trop vers quoi on allait tendre. Voilà, ça fait partie du pilotage au niveau aussi sur ce sujet du changement climatique. Et toi, Bruno? Le levier qu'on utilise tous les ans, que tout le monde comprend, c'est la rotation des cultures. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire plus d'une culture de printemps, plus d'automne? Donc on arbitre tous les ans. Donc là, on a arbitré différemment par rapport à ce que tu viens de dire, Nadège. Donc ça, pour moi, c'est un levier important. Par contre, quand j'entends des voisins qui disent je vais arrêter complètement le maïs ou la betterave, oui, mais alors d'une, pour faire quoi? Et voilà, la notion de rotation, elle est importante. Je pense que tous, à moi compris, plus le temps passe et plus il faut qu'on se rappelle nos bases agronomes. L'agronomie doit vraiment revenir au centre du sujet. Alors, agronomie, le sol, gestion de l'eau, voilà, tous les sujets. Mais je n'aurais pas parlé comme ça il y a 10 ans, clairement, mais à culpa. Mais ouais, il faut vraiment qu'on remette l'agronomie au centre de toutes nos décisions, parce que ce sera la base pour gérer tous les leviers qu'on va devoir actionner. La transition, on est conscient, on doit la faire. On doit faire les transitions, vous l'avez dit tout à l'heure. L'énergie fossile, je sais que je ne vais pas encore utiliser encore 40 ans du GNR. Je sais que je ne vais pas avoir les mêmes pesticides dans les 40 ans à venir. Sur les engrais, c'est le même débat. Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur la vitesse à laquelle on doit y aller et puis les moyens qu'on y met, quoi. Et ces décisions, comment on les prend? Tout seul? On se fait accompagner du technicien? On se fait accompagner. J'ai parlé d'algorithme tout à l'heure. Il y a aussi l'expert comptable qui est là. Il y a les conseils techniques qu'on peut aller chercher en privé, chambre ou ailleurs. Et c'est un amalgame d'infos qu'on va chercher. Alors moi, je vais être plus connecté, donc les infos, je vais les chercher un peu différemment peut-être. Mais voilà, et après cet amalgame-là, on le fait et on prend les décisions sur nos fermes. Ça correspond bien au profil Jaguar. Et puis c'est aussi des échanges entre agriculteurs, entre différentes régions, etc. Quand on se rencontre, on essaie de prendre les idées un peu partout. Et notamment, je ne vais pas faire de la pub pour France Agri Tweetos, mais un peu. C'est une communauté sur les réseaux sociaux et ça nous permet aussi d'échanger facilement et pas forcément qu'avec nos voisins. On peut aussi traverser la France. Et je vais enfoncer le clou. À travers France Agri Tweetos, tous les collègues qui, pour moi, je suis dans les Hauts-de-France, sud de la Loire, ils m'ont donné énormément de leçons. C'est-à-dire que les soucis que je rencontre, eux, ils les ont gérés il y a 15-20 ans. Moi, je vois encore des mecs chez moi qui découvrent le groupement d'employeurs ou la CUMA. Eux, ils les ont inventés. Donc, alors, on peut même aller jusqu'à se dire pourquoi on ne l'a pas fait avant, hein? C'était des bons leviers. On était peut-être trop riches, je ne sais pas. Non, mais il faut tout dire. Et voilà, je pense que c'était important, ça. D'accord. Alors, moi, il y a un chiffre qui m'a quand même particulièrement marqué dans l'étude, c'est sur les préoccupations des agriculteurs. Il y a 9 agriculteurs sur 10 qui sont préoccupés par la concurrence internationale. Alors moi, ça m'a interpellé dans le sens où on a un ministre et des politiques qui parlent énormément de la souveraineté alimentaire de notre pays. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une certaine parano des agriculteurs ou est-ce qu'il y a une vraie dissonance entre le discours politique et la réalité sur le terrain, dans les marchés? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les importations progressent sur des productions qu'on a, de nos voisins, sur nos productions. Aujourd'hui, on se dit qu'on est presque plus capable de produire en France parce qu'on importe. Moi, ça me pose vraiment question quand je vois un accord qui a été signé pour faire venir des agneaux de Nouvelle-Zélande. Même si j'aime beaucoup la Nouvelle-Zélande et que c'est un super pays. Et que derrière, on me dit les chiffres sont là, hein, c'est moins consommateur en CO2 d'importer de Nouvelle-Zélande des agneaux que les produire en France. On a beau me montrer les chiffres, pour moi, c'est pas normal. Alors après, il y a des choses qui s'expliquent sur les méthodes de calcul, etc. Mais c'est pas normal que...
C'est impossible à penser que l'agneau qui est produit dans nos prairies à côté, sur des terres qui ne sont pas souvent très riches et on ne peut pas forcément faire grand-chose dans les herbages, puisse pas être valorisé en France. Bruno, je sais que c'est un sujet qui... Oui, mais la réponse, tu l'as donnée. Oui, les politiques ont été déconnectés du terrain et il en résulte ce qui se passe aujourd'hui au niveau national, européen. Et là, on se le prend de plein fouet, parce que tout ce qu'on ne produit plus en France, parce que accident climatique, aléa climatique, parce que aléa géopolitique et parce que réglementation, c'est ce qu'on a mis en avant, c'est du moins, et tout ce qui est produit en moins est importé. L'équation, elle est hyper simple. Et ça, évidemment, que c'est un truc qu'on ne comprend pas. Sur les accords, il faut être hyper réaliste aussi. Les accords, ok, mais il faut être pour les accords. Hein. La moitié de mon blé est exporté. Mes copains éleveurs ont besoin d'énormément de maïs aussi. Hein. Voilà, c'est un peu le problème qu'on a en ce moment avec les cours. Non, il faut des accords, il n'y a pas de souci. Mais dans les accords, au moment où on signe, dans les clauses, il doit y avoir des trucs bien carrés sur nos normes par rapport aux normes d'importés. Alors je sais très bien que moi j'ai 308 molécules de synthèse, le Brésilien il en a 600 et au niveau européen il y en a 400 et des. On ne va pas arriver à 1 pour 1 sur tous les points, je sais. Mais je pense que là on est allé trop loin, trop vite, trop fort. Hein. De toute façon c'est le Green Deal qui amène ça et toutes les politiques qui en ont découlé. Et voilà, et là on n'est pas au pied du mur, hein. On est dans le mur là, clairement. Hein. Sur les importations, c'est flagrant. Et alors, je pose la question un petit peu bateau, mais si on veut tendre vers cette souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, appliquer les réglementations existantes correctement. Après, alors souveraineté, ça dépend de ta définition, parce qu'entre la définition du président de la République et puis d'autres personnes, c'est totalement différent. Ça veut dire quoi ? C'est souveraineté ou sécurité alimentaire ? Ça dépend. La définition est large. Moi, je pense qu'au train où on va, on parlera plus de souveraineté, on va parler de sécurité. Moi, on marche sur la tête, c'est évident. Aujourd'hui, on est en train de nous dire... Il n'y a que 10% de la planète qui est cultivable. On est en train de nous coller déjà cher. On a déjà mis des bandes tampons, on a déjà enlevé en fait beaucoup de surfaces potentiellement qui peuvent nourrir. Il n'y a que 9 pays sur la planète qui peuvent exporter des céréales. La France est dedans, quelle chance. On est en train de se tirer une balle dans le pied en enlevant encore des surfaces. Voilà. On peut nourrir les autres. Au Moyen-Orient, il y a des pays qui sont structurellement importateurs et ils le seront toujours. Voilà. Alors, je sais, il y a plein d'ONG qui vont dire ils sont toujours en train de dire faut nourrir, on nourrit les autres, machin, produire. Mais produire la même quantité plus durablement, c'est ce qu'on fait déjà et c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est pas un gros mot de produire. Je crois que Gabriel Attal l'a même dit, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir le faire dans les actes. Mais oui, on a une mission en circuit court, en local, en conventionnel, en ACS, en bio. On a une mission sur tous nos marchés, mais on a aussi une mission à l'export. Et voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours des solutions. Ce n'est pas une seule solution. Et un politique aujourd'hui qui se pointe en disant on va faire que du local, on va sauver la planète, on va faire que du bio. Non, c'est impossible. Il n'y a pas qu'une solution. Alors, tu as parlé justement des jachères qui font partie des nouvelles mesures de la PAC dont les agriculteurs se sont beaucoup plaints et dont on le voit dans l'étude. 9 agriculteurs sur 10 souhaitent un assouplissement de ces mesures. Est-ce que vous avez des exemples concrets de la complexité de ces mesures à mettre en œuvre sur vos exploitations ? Pourquoi c'est trop complexe aujourd'hui ? L'exemple, c'est que, faudrait demander combien de personnes sont autonomes aujourd'hui pour faire sa déclaration PAC. Après, à vrai dire, on a fait ça cet automne. Je me suis pas replongée dedans parce que c'est tellement un casse-tête que. Et aujourd'hui, ce qui est assez, ce qui peut alerter, c'est que j'ai eu un contrôle cet automne qui s'est bien passé, mais on fait venir, le contrôleur arrive. On ne sait pas si on est dans les clous ou pas, en fait, parce qu'il y a tellement de choses partout que c'est compliqué de prendre assez de recul et d'englober tout. Et pourtant, sur notre ferme, moi je suis installée avec mon mari, on a vraiment l'ambition d'être autonome, etc. On se forme, mais c'est tellement aujourd'hui quelque chose de gros. Et il y a les directives européennes, françaises, au niveau du département. Ensuite, on a les ARR, les d'action renforcée, les zones d'action renforcée en fonction du bassin versant. Donc en fait, il y en a de partout. C'est compliqué aujourd'hui de vraiment prendre le recul et savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. On délègue. Alors voilà, est-ce que demain, c'est la vraie question, je pense. Bruno, tu vas dans le même sens ? Oui, je vais dans le même sens. Tu parles du millefeuille.
Sur les jachères, déjà, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est semé, ça fait 8-9 mois qu'on le demande. Là, on nous le sert un peu comme une victoire. C'est bon à prendre, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe, attention. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, on est dans si je peux dire, un jeu de société. Nous, en tant qu'agriculteurs, on place les pions dans des cases. Et puis, un jour, il y a la roue qui tourne. Et puis, si on a les bonnes couleurs dans les bonnes cases, on est bien. Sinon, on n'est pas dans les clous. Et puis, l'année d'après, ça retourne. Et puis, c'est pas forcément... On a besoin de lisibilité sur l'avenir. En fait, ce qui a été dit là, ces jours-ci, pour les jachères, en février, c'est pas normal. Ça devrait être fait... on a la Saint-Michel pour les beaux ruraux. Est-ce que la règle, elle peut pas être faite avant la Saint-Michel? Sinon, c'est l'année d'après. Là, la mesure, elle est faite pour 1 an, en février. Je veux dire, elle devrait être pour l'année prochaine, en fait, parce que là, la moitié des gens ont déjà semé leur jachère. On a déjà précise, historiquement, on a toujours payé les fermages à la Saint-Michel. Voilà. C'est le 30 septembre, au 29. Il faut dire aussi que, justement, l'agriculture, ça s'inscrit un peu plus sur le temps long. On ne peut pas prendre des décisions, changer, revenir. Forcément, ça va avoir un impact sur les agriculteurs. On ne peut pas réagir du jour au lendemain quand on est agriculteur. Non, c'est le temps long. Moi, les assolements, ils sont déjà faits pour la récolte 2025, en fait. Donc après, il y a quelques ajustements à faire, etc. Mais la rotation, elle se fait sur 5 à 7 ans. Aujourd'hui, on nous pond des choses... on a déjà semé, quoi. C'est pas normal. Notre expert en betterave, Yannick Jadot, veut qu'on change nos méthodes de travail dans les 2 mois, limite le temps d'un tweet. Et on a beau lui redire que nous, on travaille sur une année. Quand on prend une décision, quand on veut même changer de cap, c'est même plus qu'une année. Et forcément, ça les démange parce que les échéances électorales sont perpétuelles. Quelque part, il va peut-être falloir mettre fin à ça aussi un jour parce qu'on est toujours en période électorale. Donc, on est toujours dans des visions court terme. Et on a l'un des métiers où il nous faut, comme tu l'as dit, une vraie vision, mais long terme, c'est plus de 20 ans. C'est un truc, on ne va pas bouger les meubles comme ça, quoi. Et ça, va falloir que tout le monde le comprenne un jour. Serge Zaka, il disait, il y a eu une conférence, créer une filière, c'est 30 ans à peu près. Donc nous, là, on est en train de réfléchir pour les filières de 2050 avec le changement climatique, 30 ans. Et entre deux, on nous change les règles tout le temps. Donc ce qu'il faudrait, c'est une vraie visibilité, un vrai plan d'action sur le long terme pour pouvoir vous structurer, en fait. Se structurer, puis investir. Et les mêmes règles, je vais le répéter, les mêmes règles au niveau européen et les mêmes règles au niveau importation. Moi, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on me demande de faire un 110 mètres haie avec des bottes, un sac à dos et le pantalon baissé sur les chevilles. Alors que les autres, ils ont la tenue sportive et ils y vont, ils tracent, quoi. Et les haies, c'est quoi? C'est tous les aléas géopolitiques, climatiques, tout ça. Mais c'est insupportable. On apprécie la métaphore. Il y a un autre sujet que j'aurais aimé parler avec vous, c'est la question du temps de travail. On voit aujourd'hui que c'est la première priorité des agriculteurs, ça l'est devenu. Moi, je trouve que c'est une vraie rupture par rapport à une ancienne génération. Vous, comment votre rapport au temps de travail il a évolué depuis que vous êtes installé? Je me tourne peut-être vers Bruno en premier, vu que tu es installé depuis un peu plus longtemps. Ouais, c'est moi le vieux de service. Tu sais, moi, je ne me rends pas compte, en fait, c'est les enfants qui m'ouvrent les yeux. Donc là, ils ont 22, 24 ans. Et ils touchent vraiment les yeux là-dessus parce qu'ils disent, mais j'en suis même arrivé à me dire, mais attends, la valeur travail, t'as trop bossé, t'as suivi ce que les parents ont fait. Moi, je suis que la 2e génération. 2 familles de gros bosseurs, mais bosseurs du 15-16 heures par jour, tout le temps, quoi. Pas de week-end, presque pas de vacances. Donc, quand t'es né là-dedans, après, tu te dis, tiens, je vais transmettre ça aux enfants, mais en fait, tu te dis, non, les enfants, c'est pas ce qu'ils te demandent. Les enfants, ils disent, non, mais ok, il faut bosser, il faut gagner sa vie, mais il faut aussi vivre un peu, quoi. Et là, tu te prends le mur, et là, tu te dis, tiens, je vais peut-être prendre des décisions un petit peu différentes, peut-être que, parce que là, je parle beaucoup d'avenir avec eux en ce moment. Ça oriente énormément, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux là-dessus. Donc, est-ce que c'était est-ce que c'était moi, mes parents, qui étaient les idiots, ils ont trop bossé? Ou est-ce que c'est les jeunes aujourd'hui qui veulent gagner autant et pas bosser? J'en sais rien. Voilà. Mais la question est posée. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de ta réflexion quand tu penses à l'avenir de ton exploitation. C'est sur ça que tu te reposes en premier, le temps de travail? Non, pas que ça, mais ça fait partie des piliers, évidemment. Ouais. Alors, moi, on a repris la ferme de mes parents, donc dans le même type que Bruno, pas de vacances. Moi, je suis jamais partie en vacances jeune, le travail, etc., moisson.
Je suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu agricole, qui a besoin de vacances, donc j'ai pas le choix, je pars en vacances. Je traîne des pieds et tout, mais j'y vais quand même. Et je pense qu'il a raison. Après, par rapport au temps de travail, les enfants, ils ont entre 2 et 7 ans. Donc là, en ce moment, je suis dans le dur. On verra un peu après. Mais voilà, je pense que mon mari est dans la génération d'agriculteurs qui se dit moi, je vais partir 1 an faire un tour du monde, même si je suis agriculteur. Voilà. Donc ça, c'est pas l'occasion. Tout le monde, on y arrivera pas peut-être, mais voilà, c'est peut-être aussi une nouvelle génération. Mais tu me fais penser au livre de... Tu me fais penser au livre de François Purcey que j'ai vu il n'y a pas longtemps. En fait, c'est sur nos structures de nos fermes, sur le plan sociétal, familial. Et mes parents travaillaient tous les deux sur la ferme, tous les deux agriculteurs. Moi, agriculteur, mon épouse travaille totalement à l'extérieur, comme tu viens de dire. Ça veut dire que mes enfants travailleront tous les deux à l'extérieur. Et donc la ferme, l'élevage sera à côté. C'est ça le truc. Et dans son bouquin, c'est un petit peu ce qui est décrit, cette tendance, en fait, d'externaliser énormément de choses. Bon, sachant qu'on a un critère qu'on a du mal à bouger sur nos fermes, c'est les capitaux engagés, tout le capitaux. Et ça, on n'en parle pas assez aussi. C'est des sujets qu'il va falloir qu'on travaille tous. C'est pour que les gens se rendent bien compte des capitaux qu'exige ce métier. Voilà. Et il y a un parallèle avec le profil de nos fermes, il y a un parallèle avec l'avenir, donc l'installation des jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on demande au Premier ministre d'avoir des exonérations fiscales et de droits sur l'installation des jeunes, c'est pas pour rigoler, parce que franchement, je ne me suis pas posé la question pour reprendre derrière papa, même si je suis que la 2e génération, mais mes enfants se la posent. Et tout est là. Hein. Et alors, comment on fait pour mieux gérer son temps de travail ? On délègue plus Il y a plein de leviers. Sur le travail au champ, sur l'élevage, c'est-à-dire travailler à plusieurs, pas rester sur sa ferme seul. En plus, c'est tellement ennuyant d'être seul. Donc, il y a les CUMA, les copropriétés, tous les groupements qui existent. On a plein de leviers. Tout ce qui est en organisation et en conseil aussi, on peut vachement mutualiser, en fait. Dès qu'on va mutualiser les choses, on va se dégager du temps. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait de ce temps-là. Bon, moi, je prends du temps pour une journée ici, par exemple, mais et je crois beaucoup au travail en commun, que mes collègues du sud de la France m'ont ouvert les yeux là-dessus, mais dans d'autres pays, il faut aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, et je pense qu'on est un peu à la rue sur ce sujet-là quand même. En élevage, on le voit aussi beaucoup, les gens ils se regroupent pour pouvoir avoir des week-ends, enfin juste un dimanche, quoi. Donc c'est important, et voilà, il y a la mécanisation, enfin les robots de traite par exemple aussi, qui permettent de dégager du temps. Toute la technologie en général, on a eu une slide qui nous présentait un petit peu tous les équipements présents dans les fermes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie vous accompagne de plus en plus dans votre métier. Moi, j'aurais aimé savoir ce qu'il en était du bon sens paysan. Est-ce qu'on peut être high-tech, geek, et encore se fier au bon sens paysan ? Je pense que oui. Après, tout ce qui est high-tech, même l'intelligence artificielle, c'est des outils qu'on aura à notre disposition. La décision, c'est nous qui allons la prendre. L'exemple du lin, c'est une culture qui est particulière à la Normandie, mais que j'aime beaucoup parce que elle est passionnante. Et elle se fait au toucher, elle se fait à la vue, on va dans le champ, etc. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des applications qui sont en train de se développer pour en prendre une photo, connaître un peu le rouissage, etc. Mais la décision, elle nous appartient à la fin d'enrouler ou pas notre lin. Et du coup, ça, c'est vraiment le feeling au champ, le besoin d'être dans les parcelles. En tout cas, je parle pour les grandes cultures. Mais pour l'élevage, c'est pareil. Vous avez un robot de traite, ça n'empêche pas d'aller suivre le troupeau, de connaître votre troupeau. Donc, c'est des outils. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Je pense que ça va nous permettre de gérer des données. On fait des cartes de rendement on accumule des données, et justement, ça nous permet de mieux comprendre et de faciliter les choses. Tu parlais tout à l'heure de gestion administrative, tu disais tous les dossiers, pas que tout ce qu'on a à faire, les demandes d'aide, les machins. Demain, vous me présentez une intelligence artificielle qui me fait louper aucune aide, parce qu'on en loupe pas mal, qui me remplit tous mes dossiers, qui me le pré-remplit tous mes dossiers administratifs. Non, mais on va y arriver avec l'IA, j'en suis persuadé. Ça va encore être du temps de dégager sur la ferme, quoi, parce que on doit avoir les pieds dans les bottes, pas dans le bureau. Hein. Donc il y a des aides à la décision, mais le décideur à la fin, ça reste vous. Donc le bon sens paysan, il a encore lieu d'être avec la technologie. Puis après, on peut avoir toutes les... là, on l'a vu cette année. On peut nous dire il faut semer plus tard pour
pour le désherbage et les questions d'adventices, etc. On l'a bien vu là, la météo, elle ne nous l'a pas permis. Donc on a toujours le facteur météo qui nous rappelle à l'ordre à chaque saison. Donc le bon sens paysan, il faut vraiment qu'il soit dans les administrations, clairement en France. Quand on vous demande de semer un couvert derrière un maïs, parce que vous remettez un maïs, quand on vous demande l'obligation de lever d'un couvert après la moisson, obligation de lever. Il pleut pas, mais il faut que ça lève quand même. Donc je fais quoi je prends la bouteille d'eau et je vais dans mon champ, ou je vais boire de la bière et je vais uriner dans mon champ, ça fera de l'engrais. Non mais je plaisante, mais c'est mais une Bruno, folie. tu as la dérogation, mais elle arrive 2 folie. jours avant la date butoir. Donc en fait, on attend. C'est bon, une dérogation. Le gros souci qu'on a, c'est que vous allez voir un préfet ou un DDT, vous parlez de bon sens paysan, parce qu'on fait que ça, c'est en nous. Tu l'as dit, on prend des murs, parce qu'il y a une rigidité incroyable. Et c'est ce qu'on a du mal à bouger aujourd'hui d'ailleurs. Ciné, dernière question. Ouais. Alors ça tombe bien parce que j'arrivais au bout. Moi j'ai une question peut-être un petit peu plus personnelle à vous poser. J'ai 24 ans aujourd'hui. Je fais partie de la génération qui est censée assurer le renouvellement agricole. Et l'agriculture, ça me passionne. Mais quand je vois les résultats de cette étude, j'ai du mal à me projeter. J'ai du mal à me dire que je vais m'installer. Comment on fait pour rendre le métier d'agriculteur attractif ? Voilà. Non, mais je pose le pied dans le plat. Moi, ça a toujours été une passion, l'agriculture aussi. Et c'est aussi un métier où on peut entreprendre, où on peut être innovant, on est avec les nouvelles technologies, on a de l'échange, on est aussi, on va être acteur du changement climatique demain. Ça va dépendre aussi de nos champs. On a plein de leviers. On nourrit aussi les gens, faut pas l'oublier, c'est un métier essentiel. C'est plein de points positifs, je trouve. Le vieux va te dire qu'il faut être optimiste. Tu vas avoir la chance d'avoir un bureau ouvert toute l'année. Tu es super communicant, donc tu vas pouvoir le partager avec tout le monde et puis faire de la vulgarisation comme tu sais faire. Maintenant, c'est à nous, qui sont les générations avant toi, et à tous les conseillers et à tout ce milieu, d'ailleurs presque tout le monde est là, ils vont être là pour te diriger, pour te conseiller et se battre pour toi, et tu vas te battre avec nous. Et comme disait Darmanin, ça va bien se passer, hein, t'inquiète. Mais presque convaincu. Darmanin à la fin, moins, mais... Eh bien, merci à tous les trois. Restez là quand même. On va prendre des questions dans la salle, peut-être que ce soit à nos agriculteurs présents ou Florence, s'il y a des questions sur l'étude. Florence, peut-être revenir. Je sais pas. Alors, il y a un micro dans la salle. Voilà, Edouard, devant, il y a une question. Bonjour, Nicole Ouvrard, Agra. Je vais commencer par une question sur les chiffres qui m'ont surpris. Moi, il y en a un qui m'a surpris, c'est la perception, effectivement, sur la complexité de la mise en œuvre de la PAC par les agriculteurs. Alors certes, la question est ouverte. Certes, les pouvoirs publics ont sous-estimé cette complexité, sans doute. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les élus professionnels eux-mêmes qui l'ont sous-estimé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le gros souci de la PAC, c'est qu'on a eu un cadre européen global, mais le cadre, il n'a jamais été aussi grand, aussi large. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné des grandes généralités quand on a fait la PAC. Et derrière, chaque PSN de chaque pays, qui devait préciser les choses par pays, forcément, ça a été beaucoup plus compliqué à se mettre d'accord. En France, on a mis, 6 mois à sortir notre PSN pour remettre à Julien de Normandie. Alors que le PSN était justement fait pour mieux s'adapter à chacun des pays. Parce que les décideurs européens ne se sont pas mouillés. Du coup, alors c'est l'erreur qu'il ne va pas falloir faire la prochaine fois, parce qu'à moins se mouiller, là, ça va être l'anarchie. Et les distorsions de concurrence qu'on a intra-européennes, elles sont nées là. Chacun a mis un curseur vert, rouge, bleu, plus ou moins haut, et toutes les distorsions qu'on a, elles sont nées là. Donc c'est vraiment très très mauvais ce qui s'est passé. Donc erreur à ne pas répéter. Ok, je peux me permettre une deuxième ? Une deuxième question, bien sûr. Par rapport là, du coup, c'est plutôt à Florence. Est-ce qu'on a... Est-ce que l'étude... Quoi ? Si, c'est bon. Est-ce que l'étude permet de mesurer les agriculteurs qui mettent en œuvre une stratégie de réduction des charges, non pas subie, mais assumée ? Parce que
voilà, je ne sais pas si c'est Florence ou Romain, s'il est là. Ça fait partie justement du descriptif des groupes typologiques. Oui, d'accord. C'est-à-dire, on voit qu'il y en a une majorité qui disent, si j'avais le choix entre les deux, j'irais d'abord vers une réduction de charge, ils sont 70%, mais ensuite, il faut l'intégrer en fonction des attitudes et du mode de pilotage de leur exploitation. Donc de leur proportion à prendre des risques, pas des risques, faire des choix. On le voit, enfin, à mon sens, on le voit à travers... En gros, les abeilles, ils vont réduire leur charge de façon assumée, alors qu'un chat, il va le subir, c'est ça ? Il va le subir, mais il va quand même aller vers de la réduction. Il va chercher à prendre ses décisions par lui-même. Donc peu importe à la limite si il va prendre des risques. Il va prendre des risques puisqu'il est totalement éloigné de son écosystème. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit qu'il y a plus de pessimistes chez eux. C'est un groupe qui nous paraît important quand même. Ces chats, comme on dit, c'est des agriculteurs à qui il faut redonner envie d'avoir envie. Ils sont un peu... Et peut-être que d'ailleurs leurs collègues aussi ont un rôle à jouer par rapport à ces agriculteurs-là, qui sont vraiment maintenant totalement recentrés. Pour revenir à votre question, effectivement, ceux qui sont plus ceux qui vont être plutôt dans une utilisation subie de la baisse des charges, ça va être les tortues. Mais les abeilles, par exemple, ou les jaguars, c'est pas le cas, c'est assumé. Mais je rejoins ça complètement. Il y a toujours, à l'échelle d'un village ou d'un canton, il y a toujours des agricultrices et agriculteurs qui sont plus moteurs que d'autres. Donc par rapport aux personnels, c'est ce que vous venez de dire. Là, je suis en train d'étudier un projet d'agrivoltaïsme. C'est vraiment le truc qu'il faut faire en super collectif. Ça va beaucoup mieux. Mais on voit, on est deux là, où on voit qu'il y a 2 locomotives qui vont se distinguer. Et puis bon, ça ira pas au bout ou pas, mais oui, ça c'est concret. Hein. On a une autre question au fond de la salle, monsieur en vert, et après j'ai repéré à droite. Romain Farou de la Ferme Digitale, j'ai été très sensible à tous vos propos sur l'innovation et les nouvelles technologies. Et effectivement, nous on croit beaucoup à la Ferme Digitale, tous les startups qui vous apportent des solutions, que ça peut véritablement vous aider à retrouver du revenu, rendre le métier plus attractif, permettre de concilier les objectifs et de productivité et de protection de l'environnement. Moi, j'ai grandi sur une ferme dans les années 80, où on avait tout ce qui faisait qu'on est dans un modèle où le métier d'agriculteur est difficile et pas attractif. Comme disait mon père, on passe une grosse partie de notre temps à faire un boulot de con. Et c'est justement parce qu'on y est contraint et qu'on n'a pas les outils pour permettre de reprendre de la hauteur et de pratiquer une expertise à forte valeur ajoutée qu'on se retrouve avec toutes les difficultés à vendre notre métier et à vivre de notre métier. Donc l'innovation, quand on est éclairé comme vous l'êtes, elle entre pas trop mal dans les exploitations, elle est prise par le bon bout. On entend Bruno qui dit il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Il n'y a pas une innovation, mais il y a des innovations. Il faut les mettre en œuvre en système. On n'a pas beaucoup le temps de le faire, on n'a pas beaucoup les compétences de se former et on n'a pas beaucoup l'argent pour investir. Ça ne marche pas, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Sur ce volet-là quand même si je trouve que vous allez vraiment dans le bon sens, vous parlez quand même beaucoup de coûts des innovations. Comment est-ce qu'on peut faire passer ce coût sous l'angle des investissements et pas d'une dépense à la campagne? Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus, Bruno, qui en avait beaucoup? J'ai commencé à répondre quand j'ai parlé d'engrais fractionnés et ultra localisés à la parcelle. C'est des économies. Alors c'est vrai, on est hyper pragmatique. Voilà, on veut l'économie tout de suite, on veut que ça reste dans le portefeuille tout de suite, on veut le pouvoir. Et souvent, il y a des techs où voilà, c'est surtout sur de la gestion à moyen et long terme qui font que c'est moins palpable. Et oui, là, du coup, on est moins motivé. Mais sur le coût de l'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, la mutualisation, c'est un levier. Après, c'est aussi tout votre boulot à la ferme digitale, hein, de rendre ça palpable. Après, est-ce qu'il ne faut pas aussi déclencher on a eu des enveloppes, donc là on a France 2030, il y a de l'argent qui sort. Moi je suis assez sur le sujet avec Guillaume sur la betterave, on est très tech localisé, spot spraying, donc je pense qu'on peut aller faire toujours moins en molécules, en volume, mais plus localisé. Pour désherber une betterave, c'est un problème qu'on a.
Ça, voilà, il y a des enveloppes qui sont sorties et je vois au niveau européen aussi, ça a l'air d'être entendu. Hein. Je pense que tout n'est pas utilisé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas justement faire un parallèle entre toutes ces super startups d'affaires digitales et travailler sur les moyens disponibles? Alors peut-être d'ailleurs avec l'algorithme que j'évoquais tout à l'heure, qui va me dire, donc qui peut être peut-être une de vos startups, oui, qui va me dire, tiens, tu as le droit à cette aide-là, je te pré-remplis le dossier, machin, voilà, tu me mâches le travail, et là je vais y aller plus facilement en fait. On va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, hein, je crois que j'ai noté 63% des agriculteurs trouvaient que les élus ne les représentaient pas bien, et même la remarque de Romain Ferrier à dire qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Je trouve ça plutôt très inquiétant en fait qu'il y ait cet avis vis-à-vis des élus. Et du coup, une question pour BVA, est-ce que vous avez prévu de creuser un peu plus cet aspect de ce qui est attendu par un élu et pourquoi en fait on a cette insatisfaction? Et qu'est-ce qu'il aurait voulu que leurs élus fassent et pourquoi ils ne le font pas? Je ne sais pas si vous avez une réponse, Florence. Prendre le micro de Nadège. Effectivement, c'est un point qui peut être creusé, mais je voudrais quand même signaler que d'une façon générale, chez BVA, on fait par exemple régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des agriculteurs vis-à-vis de leurs coopératives, où on a aussi des élus. Et très régulièrement, il y a toujours des critiques vis-à-vis de la façon dont les élus, au sein même des organismes type coopérative, les représentent. Ils sont toujours beaucoup plus critiques, un peu par principe, vis-à-vis de leurs propres collègues qui les représentent. Donc, je dirais le chiffre est assez cohérent avec ce qu'on trouve par ailleurs dans les enquêtes vis-à-vis, par exemple, des élus au sein des coopératives. Mais ça pourrait mériter de creuser. Alors, dans le cas de coopératives, il y a des points qu'on a creusés. Souvent, c'est un manque de contact et un manque de retour de la part de l'élu qui est souvent regretté. Manque de retour, donc manque de contact direct. Il y a eu des cas de coopératives qui ont pris un petit peu le sujet à bras-le-corps et qui ont par exemple intensifié avec les élus des organisations de petites réunions locales, ce qu'on avait appelé les réunions Tupperware à l'époque, mais histoire d'avoir davantage de proximité au niveau cantonal avec les exploitants représentés par l'élu. Alors Bruno, et après une réaction de Romain. Les maillons, on les a, hein, les strates, on les a. Hein. Ouais. Le gros souci, vous parlez avec un élu chambre, un élu syndical, un administrateur de chez Tartampion, Lactalis, ce que vous voulez, et cadre agricole, machin, ils vont tous vous dire la même chose. Ils vont dire mais je taffe, il y a même pas mal de bénévolat là, dans tout ça. Ça met l'élu en colère et il ne comprend pas pourquoi l'adhérent ou pourquoi la grille est toujours en mode pas content. Mais c'est juste que la com est mauvaise. Non, il faut être clair. Hein. Moi, j'essaie de pousser les meubles en ce moment, enfin depuis un moment déjà. La com est mauvaise. Ça remonte, ça ne redescend pas. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se bouge là-dessus, parce que là, on perd du monde, on perd des agris, on perd tout le monde. On a du mal à trouver des administrateurs qui s'engagent dans les COP et ailleurs, parce que ça démotive tout le monde, ça tire tout le monde vers le bas. Donc il faut communiquer mieux, faire en sorte, on a les outils, avec le numérique, on a tout ce qu'il faut, faire en sorte que l'info, elle redescende et que tout le monde soit au courant en live, pas 6 mois après. Et je pense que ça jouera énormément, je pense. Romain Ferrier. Ouais, c'est ça. Quand je disais qu'il fallait, on va pas faire attention, c'est juste fallait nuancer. Une question qu'on aurait peut-être dû poser en complément, c'est est-ce que vous-même vous êtes prêt à vous investir parce que des gens qui disent qu'ils sont pas contents, il y en a beaucoup. Après, est-ce qu'ils sont prêts à s'investir là, il y en a moins. Enfin, au niveau de la salle, qui râle contre les politiques et qui s'investit quelque part, hein. Des gens pourraient faire le test, on va pas le faire, mais je veux dire, c'est sociétal en fait la chose. Hein, et malheureusement, comme le dit Bruno, on en connaît plein avec mon collègue à gauche de moi, de personnes qui justement se sont investies et puis à un moment ils se sont dit, voilà, j'en prends plein la gueule, à quoi ça sert, autant rester chez moi, et qui dans une optique plutôt ouverte se renferment. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi, hein, cette question de l'investissement. Et comme on se retrouve avec moins en moins de monde, forcément, ils ont de plus en plus de casquettes. Alors, tu dis la com est mauvaise, mais en même temps, ça reste des hommes, voilà, avec des journées de 24 heures, avec des exploitations d'abord à faire tourner.
Et c'est là, en fait, où je disais ce sentiment de grogne, il faut l'entendre. Florent disait, voilà, il y a 20%, il faut faire attention à ce 20%. Mais j'allais dire que c'est dans la nature humaine, entre guillemets, de dire que les élus ne représentent pas, quoi. Voilà. Peut-être un complément, Florence. Est-ce que cette défiance vis-à-vis des élus, elle existe dans toutes les parties de la société, dans toutes les catégories de la société? C'est pas propre à l'agriculture? Vous avez des études par rapport à ça? Là, on est en train de parler de non, mais la défiance à l'élu, la défiance à l'élu. De profession. Il faudrait que je vous dise, faire la même enquête auprès des médecins, par exemple, pour savoir effectivement. Non, vous n'avez pas étudié, enfin, dans d'autres cadres d'enquête. On a dû l'étudier, mais c'est vraiment, voilà, j'ai pas d'éléments à vous indiquer de ce côté-là. Alors, une réaction d'Henri Biaspéré, et puis après, on arrêtera la séance de questions. Il y a le micro qui arrive. Oui, merci. Alors, par rapport justement à ta dernière question, il se trouve que donc, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, et on a eu hier après-midi la livraison de la 15e vague d'études faite par un autre institut de sondage. Je ne vais peut-être pas le citer par respect pour BVA, qui OpinionWay. Et donc, je retrouve OpinionWay, donc, qui fait ça depuis 15 ans. Et je retrouve le même sentiment, c'est-à-dire que le mécontentement, la morosité des Français a progressé de 7-8 points, de l'ensemble des Français. Du coup, je me disais, c'est pas étonnant qu'ils aient eu de l'empathie avec le mouvement des agriculteurs, puisque eux-mêmes, dans d'autres métiers que ceux de l'agriculture, eux aussi disent je me sens mal, mon travail n'est pas reconnu, c'est pas assez rémunéré. Enfin, tous les items qui étaient négatifs ressortaient tous en progression. Et c'est pas loin de 40% des Français qui disaient je me sens mal, je suis dans un mauvais moment, je ne suis pas optimiste pour l'avenir, etc., etc. Et sur ce point-là de la confiance dans les élus, à part le maire de la commune, tous les autres élus en dessous de 20%, députés, sénateurs, députés européens, même les administrations avaient un peu plus la cote que les élus politiques. Donc dans l'ensemble de la société, il y a une vraie défiance, et ça, c'est une vraie question pour nous responsables professionnels sûrement, pour les élus de la nation aussi. Enfin, comment dans une société, s'il n'y a pas une confiance dans les gens à qui on confie via des votes démocratiques le soin de prendre des décisions, on dit de toute manière on le met à lui, mais on sait que de toute manière il ne fera pas le taf, quoi. Donc pour répondre à ta question, dans l'ensemble de la société, il y a aussi une vraie défiance vis-à-vis des élus. Je peux me permettre juste un dernier truc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un tout petit sondage là et demander aux générations d'après, les jeunes qui arrivent, qu'est-ce que ça signifie pour eux le mot administrateur, syndicalisme, tout ça? Parce que moi mes jeunes, là, j'évoquais tout à l'heure, ça ne leur parle pas du tout. Mais alors pas du tout. Moi, je peux répondre. Je suis installée depuis 5 ans. Il y a 5 ans, je m'envoyais tout balader. Je commençais à m'y intéresser. En fait, en m'installant, j'avais une vision assez courte des choses parce que le quotidien, mes parcelles, mon blé, etc. Puis au fur et à mesure que je maîtrise ça, je vais un petit peu plus loin dans les strates. Et c'est comme ça que maintenant je vois les filières. Ensuite, je vois aussi le travail du syndicat, etc. Ce que j'avais pas du tout conscience en m'installant. Donc je pense qu'il faut aussi de l'expérience et apprendre et un peu de temps pour aller plus loin. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges.